Bonjour, bonjour et bienvenue au webinaire dédié aux conseillers à l'emploi, organisé par le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique, le FIPHFP, au travers de son Handipact et qui va participer à donner des informations et une culture sur le statut et la fonction publique en général. Voilà. Je passe la parole à Stéphane Guénaud. Eh bien, bonjour à tous, hein. Merci à vous d'être présents. Alors, aujourd'hui, on a un webinaire qui sera qui se fera aussi en présentiel, hein. Donc, je remercie le Cap Emploi 57 de nous accueillir dans ses locaux. Je salue son directeur Benoît Aubert qui nous rejoint à l'instant. Et donc, nous allons avoir un webinaire avec aussi des interactions avec la salle. Donc, on pourra prendre à la fois en compte les questions que vous pourrez poser. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de poser vos questions via le chat. Et puis, les personnes dans la salle ont un micro qui circule et vous entendrez leurs questions, ce qui permettra d'avoir, comme d'habitude, des séances de travail à distance, certes, mais interactives. Voilà. Donc, je vous propose de passer directement à l'ordre du jour de notre matinée. Alors, ouais, effectivement, comme le rappelait Monica Gouzi, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'apporter, j'ai envie de dire, une culture minimale à chaque conseiller à l'emploi, qu'il soit Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Savoir comment on intègre. Alors, on n'abordera pas toutes les questions de maintien dans l'emploi parce que il faudrait encore une bonne séance, voire plusieurs, hein, c'est technique. Mais là, l'idée, c'est de vous donner les grands repères et puis aussi de vous préciser où vous pouvez trouver certaines informations le jour où vous poserez certaines questions, hein. Donc, notre ordre du jour a été prévu comme ça, une introduction avec effectivement, on reviendra sur une présentation synthétique du FIP. On redonnera quelques informations sur les statuts de la fonction publique et puis également quelques infos sur comment est organisée la santé au travail. Parce que c'est quand même bien différent de comment ça se passe dans le privé. On se limitera quand même sur la partie intégration, hein. On ne viendra pas sur le maintien dans l'emploi encore une fois. Ensuite, on va aborder les différentes manières d'intégrer la fonction publique. Donc, il y a le recrutement par concours, le recrutement par voie contractuelle, alors soit classique, mais soit aussi pour les personnes en situation de handicap avec l'article 38. Ensuite, les recrutements via le parcours emploi compétences. Normalement, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous pratiquez régulièrement, mais c'est quand même pour ne pas passer à côté. Le recrutement via l'apprentissage. Et puis ensuite, on va revenir sur bien, les aides du FIP, hein. Quand on parle de handicap, on a souvent besoin des aides du FIP-HFP. Ben, comment elles se mobilisent, quels sont les services qui sont mobilisables, etc. Que vous ayez encore une fois les grands principes. D'accord? Donc, je vous propose d'attaquer notre ordre du jour par l'introduction et notamment la présentation du FIP. Donc, bien écoutez, je vais vous reparler je vais vous reparler du Fonds d'insertion, du FIPHFP, qui est un établissement public national, un EHPAN. Cet établissement public a à sa tête un directeur et différents rattachements, notamment rattachés à plusieurs ministères qui participent à instiller et impulser les actions de l'établissement public FIPHFP. Alors, on a le ministère des Affaires sociales, de l'aménagement du territoire, le ministère de l'Intérieur, de la fonction publique, évidemment, mais aussi économie et finances qui sont à la manœuvre sur notre budget. Alors, évidemment, le FIPHFP a été créé à partir de la loi de 2005
Cet établissement public a été donné en mandat sous gestion à la Caisse des dépôts et consignations dès 2006. Et la Caisse des dépôts et consignations en a donné la gestion à sa direction des retraites et de la solidarité, qui est une très grande direction au sein de la Caisse des dépôts, qui s'occupe notamment des systèmes de retraite, mais aujourd'hui, vous le connaissez également sur le compte personnel de formation avec la création de sa plateforme. Et puis demain, évidemment, la plateforme handicap, qui est la plateforme qui est en train de travailler la direction des retraites et de la solidarité en collaboration avec la CNSA. Donc, nous sommes au cœur des dispositifs handicap et le directeur général de la Caisse des dépôts a une vision inclusive de l'ensemble des territoires et a remis le FIPHFP au cœur des dispositifs des directions régionales, notamment dans sa direction des retraites et de la solidarité, mais aussi la direction des territoires, qui s'appelle aujourd'hui la Banque des territoires. Donc, en 2020, nous allons faire fusion sur ces directions, le FIP, pour organiser un territoire régional inclusif en actionnant tous les moteurs de ces directions. Donc, ce n'est pas fait jusqu'à présent. Et en 2020, voilà ce qui va se passer. Donc, nous avons plusieurs réunions prévues sur ce sujet. Voilà, ça, c'est le futur, si je puis dire. Hein. Et j'espère que nous allons justement, au travers de ces réflexions, organiser sur les territoires tout ce qui nous manque aujourd'hui pour exercer correctement nos métiers. Et que les employeurs, évidemment, soient aussi satisfaits et plus fluides de nos actions. Voilà. Donc nous avons en deuxième slide un petit schéma qui vous explique un petit peu notre organisation complexe, si je puis dire. Alors évidemment, donc vous avez ici Caisse des dépôts et consignations, avec le gestionnaire administratif et la direction du réseau et de la Banque des territoires et les 13 directeurs handicap qui sont en relation directe avec les partenaires, les employeurs en région et évidemment les Cap Emploi et Pôle Emploi, voilà, les partenaires globalement. Et la petite flèche de droite, qui est la direction des retraites et de la solidarité, qui est le gestionnaire administratif donné par mission, donc comme je vous disais, de l'État à la Caisse des dépôts, qui gère le FIPHFP en s'assurant des bonnes missions. Mais malgré tout, le FIPHFP, en qualité d'établissement public, applique les demandes des ministères et de l'État dont je vous ai parlé précédemment. Et à gauche, nous avons donc l'organisation du FIPHFP avec évidemment un directeur, mais aussi un comité national qui prend les décisions qui vont être appliquées par la direction. Voilà, directeur, directeur adjoint, secrétaire général, délégués employeurs publics nationaux. Donc nous avons, au même titre que nous, directeurs dans les régions, dans chacune des régions, un directeur. Il y a également un directeur qui s'occupe des employeurs nationaux. Et c'est à ce titre que vous retrouvez les ministères en région, c'est-à-dire l'État, donc les délégations régionales qui ont des conventions avec le FIPHFP
Mais ces conventions, elles ne sont pas gérées directement, elles sont gérées par leur ministère à Paris. Et donc, ce ministère qui a conclu une convention nationale avec le FIPHFP, ensuite percole dans les régions avec les délégations régionales qui ont l'animation des référents handicap dans leur région. Et c'est pour cela que parfois, vous vous retrouvez avec le ministère de l'Agriculture qui vous appelle sur un sujet ou une autre direction et qui vous dit, mais moi j'ai un agent. Oui, mais l'agent, il est régi par une convention nationale. Il suffit simplement que son référent handicap local prenne contact avec le national pour pouvoir justement équiper le poste de travail ou demander des prothèses et ainsi de suite. Donc, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'au niveau quand vous intervenez chez un employeur État en région, eh bien, enfin, ils ont tous pratiquement une convention nationale. Ils ont pratiquement, oui, ils ont tous une convention nationale, et donc vous avez cette intermédiation, mais ils peuvent avoir les mêmes aides que lorsque vous intervenez, soit au travers du catalogue par la plateforme ou quand un employeur en région a une convention. C'est exactement les mêmes conventions, les mêmes aides. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou elles seront peut-être plus tard. Hein, voilà. Donc, alors, comment s'organise je vais vous parler un petit peu des conventionnements en région, mais également, voilà. Donc, comment s'organise un employeur qui entre dans une convention et qui va avoir une convention à gérer? Eh bien, bon, bah, il travaille un diagnostic, il travaille ses sujets pour élaborer un projet sur 3 ans. Et que se passe-t-il? Bah, ce projet, il est travaillé par moi-même, mais aussi avec un chargé de convention au niveau national. Et nous passons le projet une fois bouclé, avec une enveloppe qui correspond à sa masse salariale, avec ses bénéficiaires de l'obligation d'emploi et l'envergure de son projet. Nous passons son projet au niveau à la commission nationale afin qu'elle statue sur est-ce que le projet est conforme aux attentes du comité national ou pas. Une fois que le projet est validé comme correspondant aux attentes, ce projet va être présenté par l'employeur devant un comité régional qui regroupe l'ensemble des fonctions publiques, des représentants de l'ensemble des fonctions publiques, État, hospitalières, territoriales, plus les partenaires sociaux, plus des associations qui vont donner leur avis sur le projet, qui vont faire des recommandations et qui, in fine, le valideront avec ou pas des recommandations, ou peut-être demanderont à le revoir avec d'autres améliorations. J'en ai pas encore vu depuis 2015 que je suis en région, mais je sais que d'autres régions ont vu un projet retoqué et redemandé à repasser au prochain comité local. Et à partir de là, la convention sera signée et pourra ensuite être déployée par l'employeur pour ses agents. Voilà comment ça se passe globalement. Par ailleurs, vous avez les employeurs qui n'ont pas de convention avec le FIPHFP parce que ce sont des petites structures ou qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas les petites structures ne sont pas suffisamment capées pour avoir un pilotage d'une convention et préfèrent passer one shot sur la plateforme des aides que vous devez connaître également pour demander à chaque fois qu'ils ont une situation qui se déclare au sein de leur établissement une aide ponctuelle que vous accompagnez évidemment. Voilà. On va passer au slide suivant. Alors là, on rentre, voilà, on rentre dans le fond du sujet, le statut, les conditions administratives pour intégrer la fonction publique. Clairement, ben, il faut posséder la nationalité française ou d'un État membre de l'espace économique européen également, être en possession de ses droits civiques,
Il y a une demande qui est faite par l'employeur chaque fois qu'une personne va être pressentie pour intégrer son staff. Voilà. Ne pas avoir de mention incompatible avec l'exercice de la fonction, donc bulletin du casier judiciaire, hein, voilà, numéro 2, donc prison, ne pas avoir fait de prison et ainsi de suite. Se trouver en position régulière au regard du code du service national. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu obsolète, mais c'est toujours inscrit dans les textes. Donc, au cas où ce serait remis, hein, en fonction. Maintenant, vous voyez, il y a le service civique, mais bon, ce n'est pas obligatoire, donc pour l'instant. Et remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Évidemment, un sapeur-pompier ne pourra pas être recruté avec certains handicaps pour monter à l'échelle et ainsi de suite. On est bien d'accord que voilà, il y a quelques incompatibilités malgré tout. Ensuite, alors, ah oui, voilà, c'est très bien. Le rôle de la commission administrative paritaire, la CAP est une instance consultative. Alors, composée en nombre égal de représentants des collectivités et du personnel. Alors, jusqu'à maintenant, hein, cette CAP était entérinée l'entrée dans la fonction publique d'un agent. C'est une instance qui était au cœur de l'employeur au niveau national. Alors, si c'est en région, au niveau national pour le ministère, en région pour le conseil départemental, c'est chez lui, voilà, dans collectivité, dans chacune des collectivités. Et donc cette CAP, cette commission administrative paritaire se réunit 3 fois par an, évidemment 3 à 4 fois par an, et émet des avis, formule des propositions sur les carrières, les avancements de carrière, les entretiens professionnels, les positions administratives et les recrutements. Alors après, il y a les mutations, les reclassements, toute décision qui va être prise par l'employeur. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas simple chez un employeur public et qu'il y a beaucoup de problématiques et d'étapes à passer et que c'est long. Hein, voilà. Souvent, c'est ce que je vous entends dire, c'est long dans la fonction publique parce qu'il y a des étapes. Et notamment le passage au CHSCT également, hein, malgré tout, mais également à la CAP quand il faut passer sur un changement de statut, sur un changement de position administrative et, et les recrutements et l'intégration notamment. Voilà. Et bon, alors on est en train d'imaginer, enfin aujourd'hui, il va y avoir un comité unique qui doit remplacer ces instances de CAP qui est mis en place, ça va se mettre en place progressivement, si je puis dire. Voilà. On va passer à l'image suivante. Donc, ça a l'air bloqué, c'est ça? Ouais, ça revient. Ça va venir, d'accord. C'est la technique avec. Je vais attendre. Bon. Voilà. Ça suit. Voilà. Donc, alors, quelques mots sur l'organisation des statuts de la fonction publique. Alors, un fonctionnaire n'est pas titulaire de son emploi, il est en revanche titulaire de son grade. Et donc, il y a 3 grades dans la fonction publique. Vous avez le fonctionnaire d'exécution qui est la catégorie C. Avant, il y avait la D qui existait. Hein. On en voit de moins en moins. Voilà. En général, c'est C. Mais vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent encore, parce qu'ils sont sur les anciens, qui sont en catégorie D, ça peut être un appariteur, vous savez, ceux qui portaient le courrier avant, voilà, quelques fonctions comme celle-ci qui sont restées en catégorie D, mais on n'en a pas parlé. Parce que grosso modo, ça tend à disparaître. Ensuite, vous avez donc pour entrer dans une catégorie D, et bien du coup C, pardon. Du coup, vous avez il vous faut au moins un niveau CAP avec. On le met après. Ah, d'accord. Bon, ok. Donc on va en parler après. Donc là,
le cadre d'emploi et le corps, c'est le grade et l'échelon. Donc vous avez un échelon, c'est-à-dire premier échelon, quand vous rentrez votre premier jour dans la fonction publique, vous êtes à l'échelon 1. Et puis, suivant une échelle, justement, qui peut aller de 1 an et demi à 3 ans, eh bien, vous gravissez d'échelons qui vous fait acquérir des points et vous êtes payé par rapport à ces points sur un point d'indice. Voilà. Donc, Les grades, c'est plutôt la position hiérarchique, hein, dans l'organisation. voilà. Et Et puis, donc, c'est vrai que si on va continuer. Donc ensuite, vous avez la catégorie B, qui est l'encadrement intermédiaire et qui a un statut plutôt d'application. Le catégorie B, il met les mains dans le cambouis, il a des équipes qu'il gère aussi. Voilà. Et bon, alors j'allais parler des diplômes qu'il faut pour entrer en catégorie B, on en parlera voilà. sur le slide suivant, d'accord. C'est dans la partie concours. On parle de Voilà. ça plus tard. Et le dernier grade, vous avez la catégorie A, qui est la fonction de direction. Alors, au sein de ces catégories A, B, C, vous avez des catégories intermédiaires. Par exemple, vous avez par exemple, pour la catégorie A, vous avez deux sous-catégories à l'intérieur. Je ne vais pas vous en parler, ça ne sert à rien. B, vous en avez trois. C, vous en avez deux. Voilà, donc ça vous fait des échelons à gravir qui vous donnent à chaque fois un peu plus de points, mais suivant votre ancienneté. Et si vous souhaitez changer de catégorie, eh bien c'est par concours. Voilà, donc interne. Donc, si vous êtes catégorie C et que vous souhaitiez embraser la catégorie de direction intermédiaire d'encadrement indirect, ben, vous avez la possibilité d'aller vous former au CNFPT, d'acquérir les compétences complémentaires et de passer les concours internes, qui existent aussi pour des gens qui voudraient carrément rentrer en externe. Vous avez le bac, vous avez un bac plus 2, vous avez un BTS, vous souhaitez rentrer dans la fonction publique à cette catégorie B qui est encadrant, vous allez passer le concours en externe, qui est un petit peu différent de l'interne. Voilà. Donc on voit bien là, cette notion de carrière, hein. Les fonctionnaires parlent souvent de carrière, donc on voit bien qu'on peut rentrer dans une catégorie, dans un grade, à un certain échelon, et qu'en fin de compte, on va avoir la possibilité de progresser, de passer des concours, de se former. Donc pour nos personnes qui veulent s'intégrer dans la fonction publique, c'est intéressant qu'elles aient ça en tête, parce que même si la porte d'entrée qu'elles ont à comme ça, l'opportunité de rentrer ne correspond pas forcément au niveau qu'elles sachent en tout cas qu'une fois qu'elles sont dans la fonction publique, eh bien, il y a possibilité de gravir des échelons et puis d'évoluer. Hein. Alors, vous pouvez être de toute formation, hein, vous pouvez être juste après le BEP ou le bac, et donc généraliste avec une petite option économique ou technique ou plutôt mathématique, mais en réalité, vous allez être des généralistes et c'est la formation interne et l'employeur qui va vous former en interne parce que, évidemment, si vous êtes comptable, la comptabilité publique ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Ça va être une formation par le Centre national de formation des CNFPT. Hein, voilà. Donc, ou autre d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on a nos formations internes qui vont vous faire avancer aussi. Par exemple, je vous parle de mon cas, moi je suis rentrée dans la fonction publique, j'avais 18 ans après le bac, catégorie C. Et au fil des ans, j'ai passé les concours de catégorie C à catégorie B, et j'ai repassé le concours de catégorie B à catégorie A, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui directeur du FIP au niveau de la région Grand Est. Voilà. Mais c'est une carrière qui a pu être linéaire pour moi, dans la longueur, évidemment, alors que si aujourd'hui les jeunes qui ont bac plus 3, bac plus 2, eh bien, ils vont carrément passer le concours de catégorie B ou catégorie A, ou les deux en même temps, et celui qui le réussit, parce que parfois il y a 1000 ou 2000 personnes qui passent les concours, donc il passe les deux, et le premier qui Oui, réussit, ben, il va y aller. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si je, oui, c'est bien.
Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est important. Dans le privé, on n'a pas cette complexité-là, hein. Il y a une offre d'emploi, on a les compétences, on se positionne sur l'offre d'emploi, on est retenu, on n'est pas retenu, mais on n'a pas toute on n'a pas ces statuts, donc c'est important d'avoir ça en tête. Et en général, dans le privé, c'est pas qu'on est titulaire, mais on est embauché sur un poste de travail. Alors qu'en là, on se rend compte qu'en fait, en tant que fonctionnaire, c'est pas cette logique qui s'applique, et c'est pas facile que ça à intégrer quand on a toujours travaillé dans le privé. Maintenant, on va parler, avant de rentrer, hein, dans les différentes modalités d'intégrer, l'idée c'était quand même de vous donner deux, trois notions sur la santé, comment est organisée la santé au travail dans la fonction publique. Oui, alors c'est sensiblement différent que dans le secteur privé parce que euh, dans la fonction publique, vous retrouvez les médecins agréés, généralistes pour les visites d'embauche. La visite d'embauche, voilà. Donc, quand le préalable, c'est aller chez son médecin généraliste et arriver chez son employeur avec son certificat médical qui dit que vous êtes apte à travailler dans un emploi administratif ou technique, voilà, sans détail, hein, juste voilà. Et ensuite, vous avez les spécialistes pour réaliser des contrôles, des contre-visites ou des expertises. Et alors là, c'est plutôt en cours de carrière. Alors aujourd'hui, c'est tous les 4 ans. 4 ans, donc on va à la médecine du travail et on a un contrôle de la médecine du travail. Notre employeur prend rendez-vous pour nous, voilà, et nous y allons. Moi, par exemple, ça fait 5 ans, ma dernière visite date de 5 ans, je vais y aller cette année, quoi. Voilà. Ça, c'est pour la médecine de prévention, hein, les visites dont vous parlez là, hein. Alors que l'expertise au-dessus, Non, l'expert au-dessus, ouais, le médecin expert, c'est moi qui ai bougé? Qui c'est oui, qui a oui, oui, bougé? oui, oui. Ouais. Euh, Donc, les médecins agréés, c'est effectivement au moment de l'intégration, le médecin qui va dire voilà, cette personne est apte à rentrer dans la fonction publique, elle n'a pas de maladie qui va faire que oui, non, mais elle c'est ce que j'ai deviendra. dit. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Et Et l'expert, en fin de compte, il va plutôt intervenir quand on est sur du maintien dans l'emploi, en fait. Quand on est en train alors, de réfléchir à. oui, ben à- voilà. Donc du coup, ensuite, voilà, une personne qui aurait une problématique euh, va 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 avoir un spécialiste pour réaliser une contre-visite et ce sera décidé avec le c'est ça. CHSCT en général. Hein, voilà. Et ensuite, donc, le médecin de prévention, fonction publique territoriale et État, ou du travail pour la fonction publique hospitalière, avec le rôle de ces médecins qui est essentiel, pour la mise en place d'aménagements de postes, avec une prescription qui est exigée par le FIPHFP pour la plupart de ces aides. Donc c'est important. Et c'est toujours l'employeur qui prend rendez-vous. Donc vous verrez dans la plupart des fiches, vous connaissez, j'imagine, le catalogue du FIPHFP. Je pense que vous l'avez déjà pratiqué quelques fois, notamment pour ceux qui sont spécialisés sur les employeurs publics. Et quasiment pour chacune des aides, on demande une prescription du médecin du travail ou de prévention. Ouais. Donc effectivement, quand vous êtes dans une logique d'intégration, vous en général, vous connaissez déjà vous connaissez la personne, hein, que vous accompagnez. Vous avez déjà réfléchi avec l'employeur sur l'intégration du poste de travail. Vous avez déjà dû identifier des adaptations du poste, des mesures de compensation du poste. Et c'est vrai que ce rendez-vous, vous savez qu'il y a une carence de médecins de prévention et du travail dans la fonction publique qui est encore plus sévère que dans le privé. Et dans ce cas, des rendez-vous avec le médecin, on va pas en avoir beaucoup. Donc, vous avez intérêt à ce que ce rendez-vous soit bien préparé pour que le médecin de prévention puisse, dans l'idéal, en un seul rendez-vous, faire les prescriptions pour que derrière, eh bien, vous ayez tous les éléments pour que l'employeur puisse faire ses demandes d'aide et puis que ça puisse se faire. Déjà qu'on fait comme ça prend du temps. Alors si on loupe le démarrage, ben, ça va encore allonger les délais. Voilà.
Puis pour compléter, Voilà, donc on parle maintenant du comité médical qui est composé de médecins et qui est consulté par les employeurs pour les arrêts de maladie et les reclassements. Sans cet avis, le reclassement ne pourra pas se faire. Mais le comité médical n'intervient pas lors du recrutement, évidemment, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Mais malgré tout, en cours de carrière, il sera incontournable. Et la commission de réforme, qui est une instance consultative, médicale et paritaire, qui se prononce sur l'imputabilité au service des accidents ou des maladies professionnelles, accident du travail, dans l'hypothèse où l'employeur ne l'aurait pas reconnu préalablement. Voilà. En cas d'accident du travail, par exemple, elle pourrait être consultée. Voilà. il n'intervient pas non plus dans le cadre du recrutement. Et donc, vu que je sais que c'est vraiment une organisation, et notamment des commissions et comités qui sont vraiment propres à la fonction publique, je vous ai remis un extrait de quelques fiches en téléchargement là. Vous les avez eues dans l'écran d'attente et vous les retrouverez dans l'écran de fermeture en fin de webinaire. Et là, vous avez un extrait du guide maintien dans l'emploi qu'on a édité dans le cadre du Handipact et qui reprend de manière très précise, très synthétique, tout le rôle, le fonctionnement de ces différents acteurs de la santé au travail dans la fonction publique. Ça fait 6-7 pages, mais là, ça vous permettra de retrouver des informations le jour où vous aurez besoin d'y revoir clair. Hein, d'accord? Parce que vous voyez, on l'a vraiment vu de manière très, très superficielle pour vous situer le, ces acteurs-là, et puis notamment vous permettre de vous rendre compte que en ce qui concerne l'intégration des personnes en situation de handicap, ben, les choses sont assez simples. On n'a pas à travailler ni avec le comité médical, ni avec la commission de réforme. D'accord? Bonne nouvelle. Bien. On passe sur maintenant les différentes modalités d'intégration. On va Voilà, commencer par le recrutement par concours. le recrutement par concours. Alors, chaque année, il y a plus de 3000 concours qui sont organisés par les trois versants de la fonction publique. Donc, dans la fonction publique de l'État, il y a la réussite du concours, le stage de titularisation et ou de formation et une nomination sur un poste. Voilà. Donc, en général, on reste stagiaire 1 an. Le statut de stagiaire peut être reconduit 1 an si l'employeur n'est pas sûr. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver 6 mois, par exemple. Voilà, ça existe. Dans la fonction publique territoriale, donc pareil, réussite au concours. Il y a ensuite la liste des employeurs qui ont des offres d'emploi qui est diffusée. Donc, quand on a réussi au concours, on a accès à la liste des employeurs qui ont déposé des offres pour des recrutements et la personne va se positionner avec son concours de catégorie C, B ou A, va se positionner et va obtenir un rendez-vous avec l'employeur. Voilà. Ensuite, si elle est choisie, elle va passer d'abord par la période de stage. À l'issue de la période de stage, elle va être titularisée, donc elle va être fonctionnaire, elle va devenir fonctionnaire territoriale, voilà. Mais malgré tout, cette période de stage, comme je vous dis, qui en principe est d'1 an, peut être prolongée si voilà, il y a quelques inquiétudes et peut-être ça peut être prolongé de 6 mois ou d'1 an. Voilà. Dans la fonction publique hospitalière, c'est pareil, réussite au concours, stage de titularisation, ou également on va pouvoir trouver un CDD, je ne sais pas si on en parle plus loin, un CDD qui va être transformé en
stage pour pouvoir être titularisé, que la Titularisé. personne soit titularisée à la fin. Voilà, donc il y a quelques améliorations qui peuvent se faire, et puis ensuite donc la nomination sur un poste. Voilà. Donc il y a quand même euh, un passage obligé vers une période transitoire qui est la période de stage ou qui pourrait être un CDD. Voilà. Dans le cas d'une personne en situation de handicap embauchée avec un CDD d'un an et qui aurait tellement fait l'affaire que l'employeur veut la garder et il va transformer sa période de CDD d'un an en période de stage pour pouvoir l'intégrer à l'issue. Voilà. Donc c'est à convenir sur les conditions de Ah, disponibilité. d'accord. Donc, pour pouvoir concourir à une catégorie A, le diplôme de l'enseignement supérieur est demandé, souvent une licence, plus rarement un diplôme sanctionnant une formation de 5 ans après le baccalauréat. Voilà, disons que si vous avez la licence, vous pouvez directement passer le concours de catégorie A. Et supérieur, peut-être demandé aussi, mais c'est très très rare. Voilà. Ou parfois, certains concours spécifiques dans les musées, par exemple, pour être conservateur, vont demander une formation particulière de conservateur et ainsi de suite. Donc voilà. Concours de catégorie B, alors baccalauréat, c'est la base pour concourir sur un poste de catégorie B, euh, ou un diplôme sanctionnant une formation professionnelle après le baccalauréat, style BTS ou DUT. Là, vous pouvez concourir, vous pouvez postuler un concours de catégorie B. Alors, on a une question, voir si le CDD d'un an, c'est après la réussite de concours. C'est pas un CDD, c'est un stage. En fait, la personne réussit son concours, elle a un stage d'un an, et à l'issue de son stage, si elle est validée, on la titularise. Il y a deux profils. Alors, je finis catégorie C. D'accord. Hein. Certains concours sont ouverts sans condition de diplôme. Ça, il faut le savoir. Dans d'autres cas, il faut être titulaire ou d'un diplôme national du brevet, BEP. Hein, voilà. Ou d'un certificat CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Évidemment, si on prend le CAP, on prend le BEP, hein, puisque c'est au-dessus. Hein, voilà. Mais soit du brevet, soit du CAP, c'est le minimum. Et parfois même sans diplôme. Mais il faut savoir que, par exemple, un concours de catégorie C, on peut. Alors, on, vous pouvez rentrer dans la fonction publique sans passer de concours. Il y a, notamment dans les emplois de base, qui sont catégorie C, des ouvertures sans concours sur diplôme, sur dossier. Donc, et même en catégorie B et en catégorie A, c'est un petit peu plus rare. C'est souvent le gros en catégorie C. On le retrouve aussi en B et en A, un petit peu plus, avec un peu plus de rareté. Donc, catégorie C, un employeur va ouvrir, par exemple, 5 postes ou 10 postes sur dossier. Donc, ça va être inscrit sur son site, par exemple, Internet, et les personnes qui le souhaitent, on va leur demander peut-être une spécificité, peut-être ça va être jardinage, ou voilà, vont déposer leur dossier avec peut-être leurs acquis de l'expérience ou le travail qu'ils ont déjà effectué chez d'autres employeurs. Et une commission va se réunir et va statuer sur, eh bien, voilà, on a sélectionné, il va y avoir des questions-réponses. Euh, Peut-être aussi, on va leur demander une petite culture fonction publique, donc de se renseigner sur territorial ou État. Et à partir de là, donc un entretien, et à partir de là, une décision d'embauche va être faite avec toujours euh, un stage d'un an. Et à l'issue du stage, on devient fonctionnaire titulaire. Voilà. Dans le cas d'une personne en situation, ben on va en parler plus tard, mais dans le cas d'une personne en situation de handicap, qui peut ne pas passer de concours, elle peut être embauchée dans un CDD
Et à l'issue de ce CDD, on peut transposer ce CDD en année de stage pour pouvoir la titulariser à partir de, si elle est vraiment exceptionnelle et que l'employeur le désire et que l'agent aussi veuille rester dans la fonction publique à ce poste-là, euh, peut être engagé directement. Voilà. On l'apprend d'après. Voilà. Mais ça répond à la Ouais, question quand ouais, même. ouais. Il y a deux choses différentes. Voilà. Donc, pour ces concours, on peut prendre. Alors, recrutement par concours pour les personnes en situation de handicap, c'est ce que je viens un peu d'évoquer. Il y a une dérogation aux règles normales de déroulement des concours et examens. La durée, fractionnement des épreuves, aide humaine et technique et un temps de repos. Comme tous les candidats travailleurs handicapés doivent s'inscrire directement au concours auprès de chaque service organisateur. Le cas échéant, déposer une demande d'aménagement des épreuves. Voilà. Et par exemple, une personne qui sera dyslexique pourra demander à avoir Dragon sur son ordinateur pour passer le concours, une autre un écran loupe et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, il y a des aménagements qui doivent être demandés en amont, évidemment, pas se présenter le jour, voilà. Donc, les aménagements d'épreuves sont décidés par le jury du concours après avis du médecin agréé, c'est-à-dire que le médecin agréé fait sa recommandation et le jury dit, ben oui, on va mettre à disposition de cette personne en particulier ça, d'une autre personne autre chose, voilà. Le médecin consulté dans le département du domicile de l'intéressé établit un certificat déterminant en fonction du degré d'invalidité et de la demande du candidat. De quelles conditions particulières il peut bénéficier lors des épreuves. Alors évidemment, je vous disais, dans le cas d'un 10, il va y avoir des particularités qui vont être prises. Ça peut aller jusqu'à une augmentation du temps de l'épreuve. Par exemple, vous avez une épreuve sur 2 heures et pour une personne, suivant sa problématique, l'épreuve sera de 2h45, par exemple. Voilà. Plus des aménagements de postes dédiés lui permettant de faciliter l'ensemble de son concours, de son épreuve. Alors, c'est Voilà. vrai que votre rôle, il va être important là, parce que vous comprenez bien que la personne qui va aller voir son médecin agréé, plus elle sera claire dans l'expression de ses besoins, plus il y a des chances qu'elle reparte avec le certificat qui va bien, qui va être pertinent. Donc vous qui êtes dans le cœur de métier, c'est d'accompagner les personnes handicapées et notamment d'identifier les mesures de compensation nécessaires, hein, à leur accès à l'emploi, mais là pour le coup, bah, ça va être pour le concours. Pour la Dans réussite, l'idéal, c'est que bah, vous soyez vigilant. voilà, que vous puissiez Oui. avec elle l'aider à identifier les aménagements qu'elle va avoir à demander. Comme ça, quand elle va voir son médecin agréé, elle explique ses difficultés, Oui. ses propositions d'aménagement. Il y a de fortes chances, si c'est bien fait, et ce sera bien fait si vous êtes avec elle, que ce soit accepté. Et on a des personnes en situation de handicap qui seront dans des bonnes conditions pour réussir leur concours. Oui. Il y a peut-être des questions sur ce point-là, n'hésitez pas. Oui, ah bah, vous avez le micro, formidable. J'aurais juste une C'est question, je ne suis pas trop c'est du plus, ouais. domaine, mais à ce moment-là, qui formule la demande d'aide pour l'acquisition, par exemple, de matériel spécifique pour réaliser ces épreuves? Alors, c'est la personne elle-même, de par l'intervention du médecin qui aura déterminé les besoins, qui va donner à l'organisateur du concours sa demande. Et ensuite, ça va être à l'organisateur du concours de se débrouiller. On lui en fait une obligation. C'est pas soit il trouvera un financement, soit il le prendra sur ses fonds propres, de mettre en place s'ils font un grand écran avec etc. Oui, il va peut-être se rapprocher de vous pour avoir un imputé, peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est à l'organisateur de se débrouiller pour offrir les conditions enfin, les compensations du handicap. Sinon, on est dans de la discrimination. C'est aussi simple que ça. Donc, je connais l'histoire d'une personne qui, il y a quelques années, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu différent,
il y a quelques années, donc avait été dyslexique désorthographique et passé un concours, un BTS, et donc avait besoin d'une augmentation de temps pour répondre aux épreuves, mais aussi d'un logiciel de décryptage. Notamment, elle avait à son domicile Dragon et elle l'a amené sur le lieu du concours, de l'examen, pour travailler dans de bonnes conditions. Parce que je crois que le logiciel qui était mis à sa disposition n'était pas suffisamment efficient. Et comme elle a demandé l'autorisation d'emmener le logiciel avec lequel elle avait l'habitude de travailler. Et donc, voilà, par exemple. Mais il faut que si c'est pas pris en amont, si c'est pas négocié, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en général, voilà, ça, il n'y a pas de sujet réellement, ça se fait bien. Alors, Donc on l'a vu ça. C'est oui, après, voilà, je pense que voilà. ça a été fait, Donc ça on c'est l'a vu. dit. Ok. Donc maintenant on peut passer au recrutement par la voie contractuelle avec on a deux modalités, hein. Il y a Donc, le recrutement classique. voilà, vous avez donc chez un employeur public aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a on trouve les deux profils. On trouve le fonctionnaire et on trouve le privé, qui est pas privé évidemment, qui a un contrat de droit privé, un CDD. Hein, voilà. Donc, de plus en plus, et peut-être que ça va s'accélérer dans les années qui viennent avec la vision de l'État aujourd'hui qui est de faire des économies malgré tout. Hein. Donc, on a aujourd'hui plus ou moins deux visions de recrutement. Donc, la vision fonctionnaire, on en a parlé, mais aussi vous avez donc maintenant la vision contractuelle. Donc, ça peut être en remplacement momentané de fonctionnaires hospitalisés, indisponibles. C'est le cas le plus fréquent. Pour des besoins, un surcroît de travail, pour des besoins inattendus. Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions recherchées, c'est-à-dire des spécialistes. Alors, il y a quelques années, c'était des informaticiens. On n'avait pas, il y a une dizaine d'années, 15 ans, les informaticiens, on n'avait pas. Et souvent, les informaticiens sont des CDD, des contrats de droit privé. Ils ne sont pas intégrés, ce ne sont pas des fonctionnaires. On les retrouve plutôt sur ces profils-là. Et pour tous les postes à temps partiel représentant moins de 50% d'un temps plein. Et 70% dans la fonction publique d'État. Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Le CDD se transforme au bout de 6 ans en CDI, si l'employeur peut poursuivre la collaboration. Et il y a des conditions, hein. C'est pour ça, hein, euh, il faut pas qu'il y ait plusieurs mois de rupture. Il faut vraiment qu'on soit dans des renouvellements très serrés, etc. Je ne suis pas rentré dans ce détail-là, Voilà. mais en tout cas, nous aujourd'hui, c'est pas vraiment notre sujet. Le sujet, c'est l'intégration, comment on les fait rentrer, hein. Alors, si quelqu'un dit, ben voilà, moi ce qui m'intéresse, vous pouvez avoir aussi des personnes qui disent, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un statut de fonctionnaire, ben, qu'ils sachent qu'en fait, l'intégration via le recrutement contractuel peut permettre d'arriver vers un statut plus stable. Mais normalement, ça a minima au bout de 6 ans. Et il faut savoir aussi que vous avez des CDD, des contrats à durée déterminée, qui peuvent durer parce que vous avez un remplacement d'une personne qui est en longue maladie. Mais le poste est bloqué, on ne peut pas embaucher sur ce poste-là parce il a déjà, une personne qui est en longue maladie peut revenir à tout moment, ou en longue durée, peut revenir à tout moment à son poste. Elle n'est pas partie, elle n'a pas demandé une mobilité. Donc, le poste est un peu bloqué pour cette personne, sans dire qu'il est réservé. Non, il n'est pas réservé. Mais on ne va pas lui donner plus d'inquiétude en lui disant, ben, du coup, ton poste, on l'a attribué à quelqu'un d'autre. On ne fait pas ça encore. On n'en est pas encore arrivé là. Et du coup, la personne qui sera embauchée sur ce poste, qui n'est pas libre,
ne pourra pas être titularisée sur ce poste-là. Elle va avoir des reconductions de son CDD au fil des reconductions de la personne qui elle-même est en maladie. Voilà, donc on peut être aussi sur des situations difficiles, même si c'est un emploi et que voilà, parce que la personne qui travaille n'a pas la lisibilité de la fin de son emploi en définitive, parce que c'est lié à une autre personne. Voilà. Mais malgré tout, si la personne qui était sur un CDD fait vraiment l'affaire, on va toujours se débrouiller pour lui retrouver une autre position et la garder parce que si elle a fait l'affaire, vraiment, elle fera l'affaire sur un autre emploi. Voilà, malgré tout. Alors, on a quelques précisions, hein. Alors déjà, une question, quel impact de la réforme du statut de fonctionnaire dans l'accès à l'emploi de la fonction publique? C'est vrai qu'on a une loi de modernisation de la fonction publique euh, qui est parue le 6 août dernier. Donc, il y a certains impacts. On va, euh, on a des décrets qui sont en préparation pour faciliter l'intégration d'apprentis, notamment. Il est annoncé qu'il y aurait un élargissement de l'utilisation des recrutements contractuels, hein, mais on n'a pas il n'y a pas de révolution majeure sur l'intégration des personnes handicapées, en tout cas pour intégrer la fonction publique. Et puis on a également des précisions d'Élise Rebourg concernant les certificats médicaux et notamment comment aménager les épreuves. Je vous en remercie. C'est vrai que pour les personnes en apprentissage, il y a une expérimentation qui va durer 5 ans avec une intégration directe en qualité de fonctionnaire à la fin de l'apprentissage. C'est une expérimentation. Hein, voilà, donc ça, on va voir quel impact, in fine, les employeurs vont donner à cette proposition et facilitation. Voilà, qui a commencé mais malgré tout, ce que l'on voit, c'est que il y a aujourd'hui une volonté de faire beaucoup plus de contrats, de contrats que d'embauche de fonctionnaires. Voilà. Euh, on va voir dans la durée comment ça va se déterminer. Alors on a vu le recrutement de contractuels classiques, mais pour les personnes handicapées, nous avons le recrutement contractuel via l'article 38 qui est quand même extrêmement intéressant. Alors voilà, donc pour les personnes en situation de handicap, elles ont une facilité d'être intégrées directement dans la fonction publique grâce à l'article 38 de la loi de 1984, du 26 janvier 1984. Donc, il est vrai que c'est compliqué pour une personne en situation de handicap de postuler en disant je suis une personne en situation de handicap. Et donc, beaucoup se posent encore la question est-ce que je dois le dire? Eh bien oui, elles doivent le dire. Pour quelle raison? Parce que quand une personne en situation de handicap postule chez un employeur public, les 3 fonctions publiques, elle répond à une fiche de poste en général. Elle répond pas, elle envoie. Bon, souvent, bon, parfois il y a des CV qui sont envoyés de manière naturelle, mais aussi elle peut répondre à une fiche de poste. Si elle estime en son qu'elle correspond à cette fiche de poste, elle n'a pas à s'exonérer de dire mais j'ai une RQTH. Pour quelle raison? Parce que peut-être qu'en entretien, elle va avoir besoin d'aménagement, donc ça. Et aussi, l'employeur va se dire ah mais c'est pour moi, elle va participer à mes 6%. Donc deuxième avantage pour l'employeur. Mais également, euh, l'employeur va savoir que ce dossier va rentrer dans un circuit particulier. C'est-à-dire que quand les DRH vont dépouiller les dossiers, là, ils vont dire bah, celui-ci va suivre un parcours particulier.
Il correspond à la fiche de poste, mais il va sur un parcours particulier parce qu'il va être accompagné par le référent handicap de la structure. Notamment, comme je vous disais, pour l'équipement, pour peut-être savoir que si la personne est vraiment correspond parfaitement à la fiche de poste, elle pourra participer à cet article 38, être intégrée directement, et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses favorables pour la personne qui va postuler, mais aussi pour l'employeur. Donc il faut qu'elle le dise. Alors, il y a évidemment un CDD de 6 mois ou d'1 an correspondant à la durée qui doit être accomplie normalement par un fonctionnaire, stagiaire, hein, voilà, le fameux stage de 1 an, voilà, à l'issue du concours. Ça sera pareil pour une personne qui sera recrutée sur cet article 38. Il ne va pas arriver directement titulaire. Il va avoir sa période qu'on va dire de stage, qui sera CDD en définitive. Euh, donc, pareil que pour une personne qui rentre après son concours, ce contrat pourra être prolongé jusqu'à 1 an. Hein, voilà. Euh, parce que on n'est pas sûr ou on préfère encore se prendre 1 an ou 6 mois de plus de réflexion, ou carrément la personne aura commencé sur un emploi et puis courant de la deuxième année ou fin de première année, elle va peut-être aller dans un autre service. Et donc là, il va falloir qu'elle recommence un petit peu à apprendre d'autres choses. Donc on va dire, bon, on va lui prolonger de 6 mois, par exemple, son CDD. Ça peut être tout ça, sans pour cela que ça soit négatif pour la personne. Simplement, bon, ben voilà, c'est une prérogative de l'employeur, tout simplement. Hein, voilà. Euh, c'est aussi peut-être parce que les capacités professionnelles de l'agent sont mises en doute. Voilà, il y a aussi ça. Et à l'issue de la période ou de sa reconduction, on titularise l'intéressé sous réserve d'avoir été déclaré professionnellement apte à l'exercice des fonctions. Voilà. Donc là, on a un moyen, c'est important quand même que nos demandeurs d'emploi en situation de handicap, intéressés par les postes de la fonction publique, aient connaissance de cette possibilité-là. En plus, on a des personnes qui sont souvent en cours de carrière, bien avancées dans la carrière, donc qui ont des compétences, qui ont des atouts, mais qui ne sont pas forcément bien à l'aise dans l'exercice de concours. Donc, cette possibilité de faire valoir leurs compétences et sans forcément avec cet exercice très particulier qu'est le concours, je pense que pour eux, c'est une vraie opportunité. Alors, c'est vrai qu'on a des employeurs publics qui organisent les choses comme ça. C'est-à-dire que je pense au rectorat notamment, hein, ils ont des jurys qui sont organisés, etc. Et puis Eurométropole de d'autres, Strasbourg. voilà, par exemple. Et puis, on a d'autres pour lesquels qui n'organisent pas les choses, mais c'est peut-être aussi à nous de provoquer les choses. C'est peut-être aussi à nous de leur proposer des candidatures, et de leur dire, vous avez cette possibilité, voici des candidats intéressants. Bien maintenant, il suffit d'organiser un jury de concours. Hein. C'est pas, enfin, pas un jury de concours, un jury de recrutement. Un Hein. jury, voilà. Un jury de recrutement, Donc, c'est c'est pas jamais une forcément. personne qui prend la décision, c'est un collège de personnes. C'est toujours comme ça, hein. C'est pas parce que ce sera une personne en situation de handicap. Quand je vous parlais tout à l'heure en catégorie C, il peut y avoir des recrutements directs sans concours. C'est jamais une personne qui va prendre la décision. C'est un collège. La personne, elle va se présenter aussi devant plusieurs personnes. Hein, voilà. Donc, je pense que vous qui accompagnez des personnes en situation de handicap et qui pouvez les amener jusque devant le recruteur, vous avez intérêt à aussi convaincre la personne qu'il est bien pour elle de mettre en avant sa RQTH parce qu'elle va être accompagnée différemment. Et même, admettons, elle correspond à la fiche de poste, et puis dans les 5 ou 6 personnes que l'employeur a rencontrées, elle n'est pas choisie. Il y avait une personne peut-être plus capée et qui a fait, voilà, et elle n'est pas choisie. Mais son dossier, sa candidature, va être gardée auprès de l'employeur dans le service qualité de vie au travail, référent handicap. Et
s'il y a une autre demande d'un service, elle va être ressortie directement en disant ah mais j'ai la personne en situation de handicap qui va correspondre et ainsi de suite. Donc c'est que du bénéfice pour la personne. Voilà. Alors effectivement, on a un retour là, de conseiller Cap Emploi 21 qui nous dit que bah, effectivement, il y a des retours comme quoi certains demandeurs d'emploi font ces candidatures spontanées et que certains employeurs les renvoient sur le concours. Il y a cette possibilité, mais elle ne s'impose pas à l'employeur. Donc, je pense qu'on on peut s'en saisir, on peut tenter ce type de candidature, mais par contre, ça ne garantit pas, effectivement, ça n'oblige pas l'employeur à mettre en place un jury de recrutement. Donc, on est encore sur certains employeurs le pratiquent, d'autres pas encore, mais je pense que nous, on peut inciter les candidats à faire quelques candidatures spontanées sans forcément s'épuiser dans cette démarche-là, je l'entends bien. Vous avez pas mal d'employeurs quand même qui font des fiches de poste pour des recrutements. Alors c'est plus une candidature, enfin c'est une candidature spontanée si on veut, mais les gens candidatent à une fiche de poste. Donc c'est pas je dépose mon CV et j'attends de savoir s'il y a quelque chose auquel je corresponds. Là, il sait que il dépose son CV parce qu'il correspond à la fiche de poste. Après, il n'est pas tout seul. L'employeur va, en son âme et conscience, prendre la décision de la personne qu'il va recruter. Mais voilà. Après, candidature spontanée, ça veut dire je ne sais pas s'il y a une fiche de poste qui va me correspondre, mais j'envoie un CV. Donc ça, c'est un peu différent. C'est un petit peu une bouteille à la mer, si je puis dire. C'est un peu différent. Voilà. Recrutement contractuel de On bénéficiaires vient de de le la voir. RQTH, on l'a vu, donc hein, On passe à la on vient d'en suivante. discuter. Voilà. Voilà. Donc on vient d'en parler, effectivement, il faut envoyer une candidature, et puis il va falloir. Par contre, effectivement, sur ce type de concours, de recrutement, les conditions d'aptitude physique et de diplôme ou de niveau d'études sont les mêmes que si on avait passé le concours. Alors ça, c'est plutôt rassurant, hein. Si vous allez à l'hôpital, que vous avez une infirmière en situation de handicap, c'est bien une infirmière, hein, qui a le diplôme d'état d'infirmière. Non, mais je plaisante, mais euh, voilà. Bien. Ensuite, est-ce que vous avez des questions sur ces recrutements contractuels? Vous en faites un peu? Vous en faites un peu des recrutements contractuels dans vos pratiques? Donc dans la salle, j'ai quelques hochements de tête, hein, donc je ne sais pas pour les personnes qui sont en ligne si vous voulez réagir par rapport à ça. C'est intéressant d'avoir vos retours. Donc je vous propose qu'on passe, donc je vais prendre la suite sur un autre type de recrutement. Alors je vais passer très vite. C'est le recrutement via parcours emploi compétences. Vous connaissiez par cœur les CUI, CAE, vous les faisiez les yeux fermés. Je me demande même si parfois vous n'en rêviez pas, parce que c'est vrai que c'était un contrat qui était, bon, j'en plaisante, mais c'était un contrat qui était quand même massivement utilisé Par la territoriale déjà, ouais, fonction publique puis territoriale. par les Cap emploi d'une manière générale, hein, pour les personnes en situation de handicap. Donc vous savez que les CUI CAE sont devenus des PEC en début 2018. Et juste un rappel, c'est que ces PEC sont ouverts aux collectivités territoriales, pardon, aux établissements publics et à l'État, services de l'État, et que c'est ouvert au public en situation de public en difficulté et en particulier au public en situation de handicap. Donc, par rapport à Et ça, plutôt très éloigné de l'emploi. hein, Hein, voilà. Qui donc, vous correspond. donc je pense que là-dessus, vous avez peu de questions parce que c'est quelque chose que vous utilisez encore fortement et que vous connaissez même mieux que nous. Donc on va passer. Mais c'est toujours quelque chose que vous pouvez utiliser. D'accord? Et je crois que j'avais pas dû mettre. Voilà. Et que la fiche dans le Voilà. catalogue du FIPHFP est dédiée au PEC, il n'y a pas de sujet. Hein, voilà, la fiche de CUI, CAE. Ensuite, on a le recrutement via l'apprentissage. Alors, on a déjà fait l'an dernier notamment des webinaires sur l'apprentissage. Je ne sais pas si certains y avaient participé. Mais écoutez, on est en région Grand Est aujourd'hui, même si on intervient sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. C'est plutôt une région qui est... Alors, on avait 67 contrats d'apprentissage dans la fonction publique pour des travailleurs handicapés en Grand Est. Donc, on peut se dire 67, c'est pas mal. Bon, on est sur 10 départements.
Bon, déjà, tout de suite, on se dit, bon, Ça calme. ça fait moins de 7 personnes en moyenne par département. Bon, ça fait déjà moins, sachant qu'il y en a qui sont en première, d'autres en deuxième, d'autres en troisième année. Donc, si je divise ça par 3, vous voyez, on arrive à 2 par an, quoi. Euh, mais il y en a 67 quand même, parce que si je parle de la Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais même pas si on atteint les 15 contrats. D'accord? Et pourtant, on a fait, ils ont eu les mêmes niveaux d'information, etc. Donc, alors, il y a bah, tout ça, c'est pas monocausal. Hein. C'est vrai que si les conseillers à l'emploi informent largement leurs demandeurs d'emploi, on aura plus de conseillers. Mais il faut aussi que les employeurs publics s'engagent dans ce recrutement-là, parce que si on a des candidats puis qu'on n'a pas d'offres, ça marche pas. En général, on était plutôt dans le cas d'avoir des offres puis pas assez de candidats quand même. Je vous le dis, mais parce qu'en fait, on avait tellement peu d'offres et tellement peu de candidats que c'était après quand il faut que ça corresponde sur le territoire et sur le métier, eh ben c'était encore compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, on sent qu'il y a une dynamique qui est quand même plus forte en Grand Est. Donc ça veut dire qu'elle va, connaissant les francs-comtois qui sont dynamiques sur tout ce qui est action d'insertion, je pense qu'on arrivera certainement à des résultats équivalents dans les prochaines années. Donc, même si l'apprentissage, alors il y avait de nombreux freins historiques hein, par rapport à cet apprentissage. Déjà, c'est un dispositif qui dans l'esprit des candidats, était un dispositif pour les gamins, pour les jeunes. Hein. Donc ça va pour le jeune qui était plutôt sur des métiers de l'artisanat, on va dire. Voilà, c'est quand même encore ça, hein, l'image de l'apprentissage. Sauf que vous savez qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés, hein, depuis 2009 quand même. Et puis il y avait un autre gros frein pour mobiliser les candidats, c'était la rémunération. On avait une rémunération qui était au début qui avait été construite pour les jeunes. Et puis en 2009, quand ils ont élargi, ils ont enlevé la limite d'âge, mais ils ne sont pas allés au bout des choses. Ils ne se sont pas dit qu'il fallait, pour les plus de 26 ans, il aurait bien fallu faire une rémunération adulte. Ce qu'ils ont fait pour le contrat de pro. Hein. Le contrat de pro, ils y ont pensé. Mais l'apprentissage, il y en a un qui devait être un peu distrait et il a oublié. Eh bien, la chose a été corrigée l'année dernière. Depuis le 1er juillet, janvier dernier, et bien maintenant, pour les plus de 26 ans qui font un contrat d'apprentissage, on a une rémunération brute qui est de 1521,22 €. Hein, en fait, on est sur 100% du SMIC, mais avec une partie importante, c'est qu'on a une exonération de toute charge sociale sur 78% de la rémunération. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand vous faites le calcul, vous arrivez donc à plus de 26 ans, qui fait un contrat d'apprentissage aujourd'hui, on va lui proposer un salaire qui est aux alentours de 1 450 € net, un peu plus. Ce qui fait qu'on est sur un CDD de 1, 2, 3 ans, où vous touchez 1 450 €, je suis plutôt pessimiste, net, que dans la limite de 17 000 et quelques euros, c'est pas imposable. Et que vous vous formez sur un nouveau métier, qu'à l'issue, vous aurez 1, 2, 3 ans d'expérience chez un employeur, que si ça s'est bien passé, ben, si c'est pas là, ce sera ailleurs, mais en tout cas, vous avez une vraie référence, ça commence à être pas mal, là. Hein, ça commence à être pas mal. Surtout pour une reconversion professionnelle. Dans le Voilà. cadre d'une reconversion professionnelle, on peut aujourd'hui proposer à un jeune 26 ans, même moins jeune d'ailleurs, hein, voilà, d'entrer sur une reconversion par le biais de l'apprentissage. Parce qu'il va avoir une rémunération qu'on peut dire correcte. Voilà. Donc en fait, sur ce contrat d'apprentissage, moi, chaque fois que je participe au forum, vous savez, vous organisez des forums pendant la semaine pour l'emploi. WAPI, cette année, je crois, je me rappelle. Une salle bien fraîche, hein, ça c'est pour ceux qui y sont allés. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Chaque fois que je rencontre des candidats en situation de handicap,
j'aborde la question de l'apprentissage, la rému, etc., je vous jure, jamais je n'ai rencontré un candidat qui était au courant de ça. Jamais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, alors que c'est quand même pas un, c'est quand même un plan de qualité. Hein. Je leur propose une vraie rému, se former sur un métier, on sort avec un diplôme, on sait, enfin, voilà. Donc ça veut dire que je pense qu'on a, je pense que c'est vrai que pendant longtemps, il y avait cette question de la rémunération qui était quand même déterminante. Et quand on a 40, 45, 50 ans, qu'on est charge de famille, on ne peut pas tourner avec 500 euros par mois, c'est pas possible. Mais avec la rémunération qu'on a aujourd'hui, c'est complètement déterminant. Et quand je le présentais aux personnes, je me rendais compte que la plupart étaient intéressés. Alors après, je sais que l'accès à Repartir une à formation l'école, c'est qualifiante, le problème. il Voilà. peut y avoir d'autres freins. Mais en tout cas, on a ce recrutement par l'apprentissage qui aujourd'hui est extrêmement qualitatif, qui ne conviendra pas à tout le monde, mais pour les personnes qui doivent se requalifier et pour lesquelles il y a une formation dans le... Il faut encore qu'il y ait la formation dans le secteur géographique, trouver l'employeur. Hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais je pense qu'on a des marges de progrès. Donc, on a ce recrutement via l'apprentissage qui permet effectivement de former sur du CAP au diplôme d'ingénieur, etc. Alors, le problème chez nos employeurs, c'est le sourcing. Hein. Ils ont du mal à trouver le sourcing d'apprentis. Et aujourd'hui, il y a un nouveau portail qui est intitulé Place de l'apprentissage et des stages, PASS, qui est dédié aux offres de contrats d'apprentissage et de stage étudiants dans les 3 versants de la fonction publique. Ce portail remplace la BIEP apprentissage. Voilà. Permet une recherche par nature de l'emploi, domaine fonctionnel, organisme de rattachement, niveau d'études, localisation du poste par mots-clés. Voilà. Donc on a une question, effectivement, avant de continuer sur les aides du FIP sur l'apprentissage, on a une question d'Ophélie Filion. Non, c'est pas d'Ophélie, c'est d'Audelène, Cap Emploi 2590. Comment faire si un demandeur d'emploi souhaite faire un apprentissage mais a une restriction médicale pour travailler à mi-temps? Alors, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Normalement, euh, le centre de formation, le CFA, devrait proposer des solutions d'aménagement, mais faut-il que ça soit, on est quand même limité par ce qu'on pourrait appeler l'aménagement raisonnable. Et on a des CFA qui sont en incapacité de proposer une organisation pédagogique. Quand vous avez des groupes qui fonctionnent sur un rythme à 35 heures, c'est pas facile d'avoir une personne qui elle-même va tourner sur un rythme de 37 heures. Alors par contre, ça peut malgré tout être possible si on a en fonction du niveau d'études qu'a la personne, en fonction des compétences déjà acquises, peut-être n'a-t-elle qu'une partie des compétences à acquérir, et dans ce cas, on peut imaginer qu'elle soit exemptée d'un certain nombre d'heures de cours et que le CFA arrive comme ça à construire un, une formation à mi-temps. Donc, en fin de compte, par rapport à ça, la solution, c'est de travailler avec le CFA, identifier le CFA qui serait susceptible de mener la formation, travailler avec lui pour voir si l'aménagement à temps partiel semble possible. Et si c'est le cas, ben, ensuite, on trouvera l'employeur. Et c'est beaucoup plus simple de trouver un temps partiel avec l'employeur, par contre. Pour le coup, Oui. ce sera plus simple. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de recette miracle. Enfin, c'est comme souvent le cas avec les travailleurs handicapés. C'est du cousu humain. Hein, et là, on va. Donc, je ne vous dis pas que ce sera possible automatiquement, mais je ne vous dis pas non plus que ce sera impossible. Ça va dépendre de là où en est la personne et de comment on peut peut-être alléger la formation. Voilà. Donc la bonne démarche, c'est de prendre contact avec le référent handicap Du CFA. au sein du CFA, qui est aujourd'hui une obligation des CFA. De l'adaptation, ils sont obligés d'être adaptés et d'avoir un référent handicap. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer par le standard du CFA, mais si nous on a un listing normalement. Alors,
Je ne sais pas s'il est à jour, mais en tout cas, on peut vous aider. Je vous propose de reprendre parce que je me rends compte que je suis un petit peu en retard sur l'horaire. Donc, au niveau des aides autour de l'apprentissage, vous avez vous venez d'avoir un changement important sur l'apprentissage. Vous savez que les régions avaient financé la formation de l'apprentissage jusqu'au 31 décembre dernier, et maintenant elles ne financent plus la formation des apprentis. Donc, sur le FIP est en train d'actualiser sa fiche d'aide autour de l'apprentissage, et la fiche que vous allez recevoir là s'appliquera sur les contrats qui ont été signés à partir du 1er janvier de cette année. D'accord? Et par contre, il y a une question qui reste à régler, c'est comment va se passer le financement de la formation qui était par la région. Vous voyez, il y a des apprentissages en cours. Il était prévu, la région s'était quelque part engagée à financer la formation de ces apprentis. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait au niveau national pour voir est-ce que c'est les employeurs qui auront ça à leur charge, est-ce que l'État, est-ce que les régions, est-ce que entre le FIP, etc., pour qu'en fin de compte, on puisse solutionner les problèmes. Mais en tout cas, vous êtes sur des gens que vous accompagnez aujourd'hui, ça ne les concerne pas véritablement. Hein. Ce qui s'est passé avant, ça c'est c'est le problème des financeurs en ce moment. Vous, sur les personnes que vous accompagnez aujourd'hui, sachez que c'est le FIP finance 80% de la rémunération brute. Donc vous vous rendez compte, c'est le contrat le plus aidé, hein, ça vous le saviez. Le temps consacré à l'apprenti par le maître d'apprentissage est pris en compte de la limite de 228 heures par an. Donc quand vous regardez au niveau budgétaire, vous prenez la partie de la masse salariale du maître d'apprentissage qui est prise en charge par le FIP, plus les 80%, vous arrivez à un coût qui est neutre, hein, pour l'employeur. Ensuite, le FIP prend en charge la formation du maître d'apprentissage. Le FIP prend en charge les surcoûts, en tout cas la formation à hauteur de 10 000 € par cycle de formation. Et puis, le FIP finance, si nécessaire, un accompagnement socio-pédagogique par un acteur externe, donc dans la limite de à peu près un peu plus de 5 000 € par an. On sait que ces apprentis, on sait que ces personnes en situation de handicap qu'on met en apprentissage, je pense aux jeunes qui sont un peu fragiles, mais ça peut être aussi vrai pour des publics adultes. On sait que il y a certaines situations que je comparerais à des châteaux de cartes. Hein. Et si on ne met pas l'apprentissage, en fait, ça va être quand même une période assez risquée dans le parcours. Hein. Les danses, il y a l'intégration dans l'entreprise, il y a la formation, est-ce que les conséquences du handicap ont été bien prises en compte sur le poste et en formation, il y a la vie en groupe. Hein. Tout ça, ça peut mettre nos personnes en difficulté. Et il y a des personnes, si on ne met pas un accompagnement assez étroit, un étayage, eh bien, aux premières difficultés, notre château de cartes, il s'écroule. Et ça veut dire que tout le travail qu'on a fait d'accompagnement, construction du projet professionnel, trouver un employeur, etc., tout ça, faut recommencer. Avec des personnes, des fois, pour lesquelles il n'y a pas forcément de plan B, hein, on le sait, hein, on a déjà eu du mal de construire ce projet. Donc, cet accompagnement, vraiment ne pas hésiter à le mettre en place parce que on observe quand même des taux de rupture de contrat d'apprentissage qui sont quand même assez hauts. Donc je pense que ça veut dire qu'on va peut-être pas au bout, de la démarche. Voilà. Et puis en fait, il y a une aide forfaitaire pour les personnes en situation de handicap à hauteur de 1 525 €. Donc c'est il peut y avoir des frais de déplacement, enfin c'est pour faciliter les choses. D'accord? Voilà. Je voudrais quand même indiquer que concernant les aménagements de poste, euh, quand vous accompagnez un employeur et un agent, évidemment, vous pouvez faire l'aménagement de poste chez l'employeur, mais sur la ligne budgétaire du FIPHFP, aujourd'hui, chez l'employeur, pour aménager le poste de travail, la hauteur subventionnée par le FIPHFP, c'est 10 000 €. Et on ne dépassera pas pour les deux, c'est-à-dire l'apprenti
chez l'employeur et le poste aménagé dans le CFA, les 10 000 euros tout compris. Donc, si l'aménagement du poste chez l'employeur a été de 10 000 euros, il restera zéro pour faire l'aménagement de poste dans le CFA. Donc, attention aussi à bien évaluer cela de votre côté. Et voilà, il faut que ce soit raisonnable chez l'employeur pour pouvoir laisser un bol d'air pour aménager le poste au CFA. Et ensuite, l'employeur reprendra le matériel qui a été déposé au CFA. Alors, soit on est en train d'essayer de voir avec l'AGFIP de créer une plateforme de dépôt de matériel. Donc, soit l'employeur pourra le déposer sur cette plateforme, le récupérer, un matériel de prêt, hein, voilà, une plateforme de prêt. On est en train de voir ça avec l'AGFIP, ensemble, voilà, partenariat, on va voir, voilà. Donc, soit l'employeur gardera ce matériel chez lui pour une prochaine utilisation. Voilà. Alors, je vous propose de revenir rapidement sur les aides du FIP. Donc, une des spécificités des aides du FIP, c'est qu'elles sont exclusivement mobilisées par l'employeur. Vous avez l'habitude de monter des dossiers chez FIP, tout ça, ben là, en fait, c'est l'employeur qui va monter ces aides. Les employeurs ont deux possibilités. En fait, vous êtes confronté à deux types d'employeurs. Vous avez des employeurs publics qui ont une convention avec le FIP. En général, c'est des gros employeurs. Les ministères, quasiment tous les ministères, hein, donc fonction publique d'État. Et puis, vous pouvez avoir, on va avoir la plupart des départements, le conseil régional, hein, ont une convention, et vous pouvez avoir quelques centres hospitaliers. Hein. Ah bah non, les métropoles, les métropoles aussi, les métropoles, les grosses villes, qui villes. sont souvent avec les métropoles, voilà. Etc. Donc, et puis ensuite, vous avez effectivement les employeurs qui n'ont pas de convention avec le FIP. Ces employeurs-là, pour mobiliser les aides du FIP, eh ben, ils vont passer par la plateforme, hein, du FIP, et puis ils ont un plafond annuel, et puis à chaque fois, ils vont monter un dossier et ils auront l'aide. Donc, c'est l'employeur qui demande. En général, les gros employeurs, ben, ils sont organisés, ils savent assez faire. Hein. Pour les plus petits employeurs, je pense notamment aux employeurs de la fonction publique territoriale. Là, par contre, souvent, ils vont être complètement démunis. Ils ne vont pas savoir comment ils utilisent cette plateforme, etc. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ces employeurs-là sont affiliés à un centre de gestion. Le centre de gestion, il est départemental. Et chaque centre de gestion a une convention avec le FIPHFP, à l'exception du 68. Voilà, hein, le 68, voilà. Donc, qui vient de terminer sa convention au 31 décembre et qui ne repartira pas dans une nouvelle convention. Donc, je disais, pour les autres départements, hein, le CDG, ben, c'est organisé, il y a un référent handicap et en fait, c'est ce référent handicap qui va accompagner la petite collectivité pour faire sa demande d'aide, etc. Donc, quand vous avez une opportunité de placer une personne chez un petit employeur de la fonction publique territoriale, ben, en fait, vous avez un allié qui a l'habitude de travailler les questions ressources humaines avec cet employeur-là, et en général qui a toute la confiance de cet employeur-là, c'est le centre de gestion, et il a une convention avec le FIP, et il va pouvoir venir s'occuper un peu de toute la dimension RH. Donc vous êtes bien dans votre rôle de conseiller à l'emploi, vous accompagnez la personne, vous êtes celui qui va pouvoir expliquer comment compenser le handicap, comment réussir cette compensation, et en fait, vous en face, vous avez votre correspondant RH du CDG qui va pouvoir bien activer les bons moyens et puis accompagner l'employeur pour que ça se passe bien. Donc à vous deux, là normalement, tous les deux, vous formez le binôme gagnant pour que, aussi bien du côté de l'employeur que du côté de la personne en situation de handicap, ça se passe bien. Hein. En tout cas, et le FIP a passé finance le Cap Emploi et finance le CDG, et les conseillers Pôle emploi ou mission locale peuvent également, s'ils sont en train de travailler sur l'intégration d'une personne en situation de handicap, eh bien, prendre en contact avec le référent handicap du CDG pour travailler avec lui dans cette même logique. Hein. Les centres de gestion de la fonction publique qui ont dans leur attribution de faire la gestion des carrières, notamment des agents
pour les employeurs de 350 agents et moins. Donc, à partir de 1 agent jusqu'à 350 agents, ils sont adhérents au centre de gestion de la fonction publique, les employeurs, et le centre de gestion gère la carrière de l'agent, mais aussi la gestion administrative, les payes, pour le compte de l'employeur. Voilà. Donc, encore une précision sur l'intervention du FIP. Elle est soumise à plusieurs conditions, principes. Donc, comme la GFIP, hein, le FIP intervient en complément du droit commun. Il n'intervient pas à la place d'eux. Il est là pour prendre en charge le coût lié au handicap. Les demandes du FIP n'interviennent pas pour des demandes inférieures à 200 euros. On aurait un coût de gestion qui serait supérieur, et le temps à payer les personnes qui vont faire le dossier, à payer ceux qui vont traiter le dossier, ce coût va être supérieur au montant. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique et puis être soucieux d'une utilisation intelligente des fonds publics. Donc en dessous de 200 euros, c'est l'employeur qui finance sur ses fonds propres. Voilà. Ensuite, un employeur peut demander un accord sur le financement à partir de devis, mais par contre, même chose, on ne demandera pas à un employeur, on lui demandera de demander un accord, mais pour ce qui concerne 1200 euros. Pour ce qui est inférieur à 1200 euros, bien, quelque part, on lui demande de prendre le risque. L'enjeu n'est pas non plus extraordinaire. Donc, ce sera la facture qui sera déposée Voilà. directement sur la plateforme. Voilà. Enfin, on a parlé tout à l'heure de la plateforme. Aujourd'hui, la limite annuelle pour l'utilisation des moyens de la plateforme est de 40 000 euros par employeur. C'est une limite qui peut être amenée à ce qu'on était sur un montant expérimental qui va se terminer en cours de premier semestre. On peut imaginer que ça puisse évoluer. D'accord? Donc, faudra suivre. Mais je vous invite à être inscrite au newsletter du Handipact parce que ça, c'est des informations qu'on envoie, c'est des informations qui sont importantes et donc on diffuse au réseau dès qu'il y a des changements. Alors ensuite, vous connaissez le catalogue du FIP, hein, notamment. Donc, ayez en tête que ce catalogue, il est actualisé 2 fois par an, en général. Hein. Donc, si vous avez un exemplaire qui a quelque temps est imprimé sur votre bureau, il y a un risque. Hein. Le risque, c'est qu'il ne soit pas à jour et qu'on ait une mauvaise surprise. Bon, tout n'est pas refondu. En général, c'est 2-3 points de détail qui sont revus, mais c'est quand même toujours gênant de donner des conseils qui peuvent être non actualisés. Surtout si Voilà. l'aide a disparu. Voilà. Voilà, et ce qui peut arriver. Hein. Donc, je vous invite à aller le retrouver sur le site du FIP. Il est facilement téléchargeable. Donc, on retrouve Et en première page, vous avez disons, le détail de tout ce qui a changé. Les derniers changements. Les derniers changements. Donc, c'est assez rapide de voir les derniers changements. Donc, vous avez, là, je ne vous ai pas repris l'exhaustivité des aides du FIP. Hein, donc, je ne vais peut-être pas, puis compte tenu de l'heure, je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, vous avez quand même un catalogue qui est extrêmement riche, qui permet de. Vous avez un détail quand même assez précis pour chaque. Vous avez une fiche pour chaque aide qui précise quels sont les agents concernés, quels sont les objectifs de l'aide, les contours, on va dire, de l'aide, et puis les différents justificatifs qui sont demandés. On rencontre encore de moins en moins, parce que depuis 2 ans, il a été remodelé, je le trouve beaucoup plus clair, mais on a encore des conseillers ou des employeurs qui, des fois, se questionnent sur l'interprétation. En tant qu'Handipact, on a encore des coups de fil régulièrement sur des employeurs ou des conseillers qui s'interrogent. N'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Donc, je ne vais pas redécrire cette diapo. Hein. On va retrouver en gros les grands types d'aides du FIP pour venir compenser le handicap avec des aides techniques, humaines, des interventions sur la formation et sur l'organisation, notamment sur la partie transport, domicile-travail ou transport adapté dans le cadre des activités professionnelles. En général, si vous avez une demande ou un besoin qui est hors catalogue, ce ne sera pas possible d'y aller. On n'a pas de souplesse là-dessus. Voilà, donc je préfère vous le dire parce que j'ai déjà eu des demandes qui me disaient, voilà, j'ai ce cas particulier, qu'est-ce que je peux faire?
Et évidemment, ça sortait de notre cadre catalogue. Clairement, aujourd'hui, on ne peut pas être ponctuellement sur un type particulier. On est dans le cadre, il faut que votre demande puisse être inclue dans une aide du catalogue. Alors, après, on peut peut-être modifier, adapter la demande pour qu'elle y rentre. À vous de voir. Ensuite, donc, pour conclure cette présentation, on arrive sur un schéma que je vous ai présenté, vous avez dû déjà voir, qui représente de manière synthétique l'offre d'intervention du FIP, hein. Donc, on va retrouver le Cap Emploi, hein, qui a une place centrale, hein, dans cette intervention, qui intervient à la fois en direction du public en situation de handicap et en direction et en direction des employeurs. On va retrouver cet acteur qui est à la fois spécialiste de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais qui est quelque part un généraliste, hein, du handicap, et avec une offre de service qui est avec un service qui a à ses dispositions donc les PPS, hein, enfin les PASS aujourd'hui, prestations d'accompagnement spécifique sur les différents types de handicap. Alors vous savez, conseiller Pôle emploi et mission locale, que vous avez également possibilité lorsque vous en avez, vous en sentez le besoin, parce que les conséquences du handicap de la personne que vous accompagnez, eh bien, vous paraissent pas forcément très claires, et que vous avez besoin d'avoir un éclairage pour avoir un accompagnement de qualité, eh bien, de faire appel à ces prestataires qui vont être spécialisés chacun sur leur handicap. Donc, on va retrouver un prestataire sur la déficience psychique, intellectuelle, auditive, visuelle, motrice, cognitive. Et puis, on va retrouver, donc ça en fait, vous avez toute cette partie inférieure du schéma, elle est commune d'ailleurs, FIP, AGFIP, hein, et c'est des acteurs, des offres qui sont cofinancées, hein, par ces deux. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet pour une fois, moi c'est ça. Hein. Et vous avez une spécificité fonction publique, c'est que effectivement, on a parlé des CDG en partie supérieure, ben les CDG vont pouvoir intervenir en appui auprès des employeurs de la fonction publique territoriale. Je rappelle que la limite, c'est les employeurs de moins de 350 agents. Donc au-dessus de 350, ben, ils vont avoir leur propre service RH, hein, service concours, etc. Et en dessous de 350 agents, ben, ils s'appuient sur ce service mutualisé. Ensuite, il y a une deuxième spécificité. Alors ça, c'est une spécificité Grand Est. On l'entend pas encore en Bourgogne-Franche-Comté. C'est qu'il y a un référent handicap mutualisé spécifique à la fonction publique hospitalière. Donc là également, pour certaines, si vous travaillez avec un employeur de la fonction publique hospitalière et que vous le sentez vraiment fragile sur la prise en compte du handicap, ça peut arriver, notamment un EHPAD. Un EHPAD, c'est une petite structure, hein, il n'y a pas. Eh bien là, vous avez le RHM peut un peu faire l'office du CDG dans la territoriale, mais pour l'hospitalière. Donc là, vous avez un acteur. Si besoin, vous allez retrouver ces coordonnées sur le site du Handipact Grand Est. Et si vous avez du mal de trouver, vous passez un coup de fil à la coordination du Handipact, on vous passera tout ça. Et donc, ils ont ce rôle. Alors, à la fois, ils accompagnent les employeurs de la fonction publique hospitalière à développer une politique handicap, et puis à la fois, ils leur donnent un coup de main sur des situations ponctuelles. Donc, une intégration, vous avez le candidat, vous avez l'employeur qui est prêt à aller, et puis l'employeur ne sait pas comment ça fonctionne le FIP, il a peur que les aides n'arrivent pas, je ne sais pas quoi, vous sentez qu'il avait besoin d'être épaulé, rassuré, on a l'acteur qui va bien. Et il intervient sur toute la région. Oui, parce qu'en plus, ces personnes qui composent un référent handicap mutualisé sont des personnes issues de la fonction publique hospitalière. Elles connaissent parfaitement le statut, elles connaissent parfaitement les problématiques de la fonction publique hospitalière. Si vous avez une problématique ou une interrogation, vous pouvez très bien contacter Madame Ferreira pour lui poser des questions sur le statut particulier qui pourrait peut-être vous débloquer une situation. Voilà, elle pourra vous renseigner. N'hésitez pas. Alors, et puis sur les appuis que vous pouvez, il y a une précision qui est apportée par le CDG 68, Élise Rebourg, qui précise que même si le CDG 68 n'a plus de convention avec le FIP,
il continuera à épauler, à accompagner ses employeurs publics sur ces questions-là. Donc, vous faites comme s'ils avaient une convention et si vous avez besoin d'eux, eh bien, vous prenez contact avec eux. Voilà, c'est bien. Voyez, donc, merci pour D'accord. cette précision, Madame Reboul. Donc voilà, sur c'était juste pour vous rappeler. Alors, et enfin, vous avez le handicap, vous nous connaissez pour organiser des journées de rencontres, d'échanges de bonnes pratiques, pour organiser des webinaires, un peu de professionnalisation des acteurs. On a aussi une fonction ressource, c'est-à-dire que un employeur qui s'interroge, qui voudrait être assuré sur le fonctionnement d'une aide ou qui voudrait avoir des précisions, eh bien, ils peuvent nous appeler. Donc, si à un moment donné, dans vos échanges, vous vous rendez compte que l'employeur ne maîtrise pas du tout l'aide, qu'il a besoin d'être mis en confiance sur qu'est-ce qui se passe, eh bien, ils peuvent aussi nous appeler. Si on est notamment sur la fonction publique hospitalière, on l'a vu, sur la fonction publique, comment dire, territoriale, on l'a vu, ça pourrait être notamment pour la fonction publique d'État, par exemple. Voilà. Sébastien, moi je crois que j'ai bugué. Tu as toujours la main? D'accord, donc c'est pas grave. Est-ce que tu peux envoyer l'écran sur les sondages, s'il te plaît? Donc on arrive à la fin de cette. Alors, en fait, ça on voit, hein, mais avec un autre. Moi, je suis en réception, donc c'est pas grave. On a notre ordinateur de réception dans la salle qui est buggé, mais normalement ça fonctionne encore pour vous. Donc, déjà, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, donc on vous a laissé la boîte de dialogue pour exprimer si vous avez des besoins toujours en matière autour de la thématique de l'intégration des personnes en situation de handicap. Notre objectif, c'était vraiment de faire un tour d'horizon rapide pour faire en sorte que tout conseiller puisse avoir une culture de base pour ne pas être perdu sur cette problématique-là. Si certains points méritent approfondissement, c'est certainement le cas, écoutez, exprimez-le clairement, comme ça ça nous permettra de vous proposer une suite pertinente. Vous avez un petit questionnaire, merci d'y répondre. Et puis vous retrouvez plusieurs documents et liens Internet pour retrouver des infos. Je vais juste demander à Sébastien, je ne suis pas sûr d'avoir mis le... Je vérifierai si j'ai mis le diaporama. Si je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Je vous enverrai ça par mail dans la foulée. Vous aurez ça, allez, demain ou plus tard, c'est promis. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous de votre participation et je vous souhaite, ce que je n'avais pas fait en démarrage, une très bonne année 2020 avec de la lumière, de la joie, du bonheur et de la réussite dans toutes vos actions. Et plein de contrats d'apprentissage. Allez, soyons fous. Allez, à très bientôt dans le cadre du handicap. Merci. Au revoir.